l'issue du complexe de castration chez la patiente semble toute trouvée dans la redite à nouveau frais de la rivalité oedipienne. Elle qui fut, comme elle le dit, prise à témoin des attentes déçues de sa mère, elle peut désormais jouir d'un statut de femme indépendante. La patiente a entrepris de nombreuses psychothérapies, elle dit en avoir besoin, mais pour autant, elle n'est pas sûre que ce qu'elle dit là n'aurait pas déjà été dit à un autre psychothérapeute, ou peut-être même à son cordonnier. Cette parole sur le lien de transfert lui donne sa juste place, c'est-à-dire une relation qu'elle a instaurée, le lien de transfert, à défaut du temps où sa mère et elle entretenaient une relation fusionnelle et se disaient tout. Elle dit agir sans le vouloir, comme cette mère qui se complaisait à parler ses échecs. L'exercice des lamentations du quotidien, la patiente y est rompue depuis l'enfance. Il consiste à se faire l'objet passif et le réceptacle de passions tristes. Le modèle de la femme malheureuse en amour, empêchée de faire valoir ses hautes prétentions sociales aux yeux du monde, est fortement investie par la patiente. Ici, nous avons à affronter cette résistance, à nous affronter à cette résistance, en l'invitant à régler d'une part quelque chose pour ses retards, et d'autre part à augmenter le prix des séances au prorata de son investissement dans le symptôme, la consommation toxique, les séances manquées. La visée concerne une nouvelle circulation de l'énergie libidinale dans le sens du désir et non plus de la jouissance oisive et mortifère. Au fil de sa cure, la patiente envisage la possibilité de démarcher des employeurs et ne manque que rarement ses séances. Contrairement à ses développements sur la féminité, le pénisneide n'est pas un concept tardif dans l'œuvre de Freud. On le trouve dès 1908 dans les théories sexuelles infantiles, l'accent étant alors mis sur l'envie au sens de la jalousie ressentie par la petite fille à l'égard du semblant masculin porteur d'organes. Les œuvres pour introduire le narcissisme et le tabou de la virginité nous offrent des références qui vont dans le même sens. La nouveauté à partir des années 20 sera l'interrogation portée sur les conséquences de l'envie de pénis dans la vie psychique ultérieure et son articulation à l'attachement préoedipien à la mère. En 1923, dans la vie sexuelle, les trois conséquences du pénisneide pour Freud sont « elle l'a vu et veut la voir », la naissance du complexe de masculinité, la dénégation et l'identification avec l'homme, enfin le relâchement de la relation tendre avec l'objet mère, rendu responsable du manque de pénis. À l'aide du signifiant pénisneide, Freud tente de cerner une position féminine quant au désir, en même temps qu'il laisse ouverte la question qu'il pressent au sujet d'un jouir qui serait le propre des femmes. Le cas de Madame G révèle combien la féminité n'est jamais une position acquise, mais plutôt l'alternance répétée de périodes dans lesquelles la masculinité ou la féminité prendra le dessus. En effet, au cœur de ce que Freud nomme la préhistoire de la femme, les buts sexuels de la fille vis-à-vis de sa mère sont de nature active et passive. Je cite Freud. L'enfant cherche à faire lui-même ce qui a été fait sur ou avec lui. Il dira l'activité sexuelle si étonnante de la fille se manifeste chronologiquement en tendance orale, sadique et phallique dirigée envers la mère. Freud précise aussi qu'au stade sadique-anal, la stimulation intense, passive de la zone intestinale provoque, en réponse à une explosion du plaisir d'agression qui se manifeste directement comme colère ou par suite de sa répression, par angoisse. Même moi, quand je lis ma phrase, je ne la comprends pas. Freud précise aussi qu'au stade sadique-anal, la stimulation intense et passive de la zone intestinale provoque en réponse une explosion du plaisir d'agression, voilà, qui se manifeste directement comme colère ou par suite de sa répression par angoisse. Dans les souvenirs de Madame G, elle s'éprouvait dès son jeune âge dans d'importantes souffrances gastriques qui lui ont valu hospitalisation et traitements répétés. Ces symptômes qui font retour aujourd'hui dans le vécu d'angoisse sont à rapporter aux effets du masochisme originaire que Freud a mis à jour dans la seconde topique pour rendre compte de l'émergence de l'activité psychique. Il s'agit, à la différence de la régression, d'une réactivation du passé sans activité du moi.
qui ne peut que tenter secondairement de ressaisir de manière active ce qui se passe en lui, sans lui. Le concept de masochisme originaire, forgé en 1924, correspond pour Jacques Lacan au point de jonction entre le symbolique et l'imaginaire. Lacan le situe en lien avec l'assomption du langage et le meurtre originaire de la chose. Il rappelle que la problématique sexuelle a pour point de pivot la phase phallique chez la femme, que ce point central est le rapport entre la haine de la mère et le désir du phallus. Donc pour lui, le sens propre du pénisneide, c'est bien ce point de connexion, haine de la mère, désir du phallus. Il note que si le désir d'avoir un pénis s'inscrit dans une rivalité à l'égard d'un autre, ce désir se présente sous un aspect ambigu, qui nous montre que c'est au-delà qu'on doit chercher son sens. En effet, pour Jacques Lacan, désir du phallus veut dire désir médiatisé par le phallus. C'est au titre de cette médiation phallique du désir qu'il situe, par exemple, le fantasme sadique de fustigation. Donc, il prend pour référence le cas freudien « on bat un enfant » et situe l'angoisse dans un registre de l'attente anxieuse entre le subir et le s'attendre à. Pour Lacan, c'est là que l'affect est attaché à l'autre, au petit a. En tant que l'affect est porté sur l'image fantasmée de l'autre, non pas tellement en tant qu'il est battu, mais en tant qu'il va l'être, ou qu'il ne sait pas comment il va l'être.